Depuis que le chinois, dont le nom c'est He, mais je ne sais pas comment on le prononce, depuis que ce chinois a fait naître 2 petites filles qui seraient modifiées génétiquement dans l'œuf, on a beaucoup parlé de ça, on l'a beaucoup critiqué, de façon quasi unanime dans le monde, sauf les transhumanistes américains, qu'on dit après tout, pourquoi pas, c'est comme ça, c'est l'avenir et il faudra en passer par là. Mais autrement, les gens qu'on peut croire raisonnables ont dit que c'était allé trop vite, qu'il n'y avait pas eu de concertation dans la communauté. Bon, bref, et ils ont dit, on va se réunir, ils ont créé 2 ou 3 comités internationaux, on pourrait dire d'éthique, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette nouvelle possibilité technique de modifier un embryon humain. Et en gros, la voie qu'ils ont prise, c'est qu'il faut faire un moratoire pendant lequel, donc on ne va pas transplanter des embryons, mais on va améliorer la technique pour qu'elle soit sûre, parce que pour le moment, c'est vrai qu'elle est un peu incertaine. Donc on va améliorer la technique, on va attendre que la société évolue. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est toujours cette idée qu'on attend, mais la société, elle évolue pas toute seule. Bon, j'ai pas voulu parler là de la PMA pour toutes, mais si c'est arrivé avec une certaine unanimité dans la société, c'est qu'on était bassiné depuis des années par le fait que c'est ce qu'il faut faire et que finalement les gens finissent, on fabrique le consentement, quoi. Donc, pourquoi faire des recherches, puisqu'ils vont donc faire des recherches pour mettre au point des techniques qui soient validées, pourquoi faire des recherches si on n'a pas l'intention de les utiliser après ? Ce n'est pas des recherches de connaissances, c'est des recherches de techniques pour modifier l'embryon humain et modifier donc des êtres humains. Il est bien évident que c'est le but. Or, dans ce que le comité d'éthique a proposé et qui était dans le projet de loi et qui a été voté, effectivement, on va pouvoir modifier des embryons humains, mais c'est de la recherche. Donc c'est pas contraire à la convention d'Oviedo qui impose de ne pas modifier l'espèce humaine. On ne va pas modifier l'espèce, mais enfin on se moque du monde, c'est plein d'hypocrisie. Si on se met à travailler là-dessus, c'est bien qu'on veut être concurrentiel avec les Américains, les Chinois, les Anglais, tous les autres qui sont en train de faire ça aussi, pour pouvoir le faire le moment voulu, quand on aura fait évoluer la société et qu'on aura un peu amélioré la technologie. Le problème qui est posé n'est pas un problème technique, c'est un problème philosophique, anthropologique. Il n'est pas posé comme ça. Donc je trouve ça quand même complètement scandaleux. Moi je m'attendais à ce que le comité d'éthique a beaucoup évolué. Il est devenu très permissif, ouvert, scientiste, progressiste. Il n'y a plus beaucoup de réflexion là-dedans. Je m'attendais à ce que le comité, après cet exploit du chinois, dise non, il ne faut pas faire de travaux là-dessus. Ça aurait été ça, une attitude éthique. À partir du moment où on dit on va faire des travaux pour que ce soit bien fait, propre, c'est les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ça n'a pas beaucoup à voir avec la responsabilité. Donc, on retire la responsabilité et donc on va préparer. Voilà, donc je trouve ça très inquiétant. Quoi qu'on fasse, même si on a des techniques parfaites, ce qui paraît difficile parce qu'on a quand même plus de 20 ans d'expérience d'OGM, puisqu'il s'agit d'un OGM humain, là, avec du maïs, avec des vaches, avec tout, et qu'on a sans arrêt des surprises, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise absolument pas. Après bien plus de 20 ans, 40 ans de recherche et d'application, en gros, dans tous les pays du monde, on ne maîtrise pas, on a plein de surprises. C'est-à-dire que le génome, même du maïs, est quelque chose de tellement complexe que quand on intervient à un endroit, on va agir ailleurs, sans le vouloir. Donc on a des effets imprévisibles, souvent indésirables, qui ne sont pas graves si c'est du maïs ou des souris de laboratoire, mais qui sont quand même embêtants s'il s'agit d'un être humain. Donc on est très très loin de maîtriser ce qu'est le génome. Contrairement à ce qu'on raconte, c'est vrai qu'on a fait des progrès énormes dans la connaissance du génome, mais on connaît encore à peu près rien. Et on est incapable de maîtriser les techniques. Moi je dis que la génétique aujourd'hui, elle est une science policière. Elle est extraordinaire pour diagnostiquer, pour ficher. Là, elle ne se trompe pas, c'est fabuleux. Mais pour intervenir et modifier, c'est complètement hasardeux. Là, on est des apprentis sorciers. Donc voilà une raison biologique, on pourrait dire, qui n'est pas vraiment une raison morale, pour dire qu'il faut peut-être attendre quelques siècles avant d'avoir maîtrisé ce qu'on fait, avant de tout comprendre dans le génome. Parce que si on ne comprend pas tout, alors on va à l'aventure. Bon, il y a d'autres choses plus concrètes. Le gène qui a été modifié par le chinois, c'est donc le gène d'un récepteur au virus du sida. Il y a des gens qui portent ce gène.
Il y a quelques pourcents de la population mondiale d'individus qui ont cette mutation naturellement, sans que le chinois soit intervenu. Et on s'est aperçu, en étudiant ces gens-là, qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent avec. Par exemple, il semblerait que la longévité est augmentée. Bon, il semblerait que la mémoire soit améliorée. Il semblerait qu'on résiste aussi à la variole, si on résiste. Bon, c'est pour montrer l'ubiquité de ces gènes. C'est pas un gène, un effet. C'est plein de gènes pour avoir un effet, et chaque gène a beaucoup d'effets. Bon, c'est vraiment très très compliqué. Bon, et ça c'est pour ce gène-là, mais c'est pour tous les gènes des maladies. Des maladies graves nous protègent d'autres maladies qui sont presque aussi graves. Autrement dit, on est vraiment l'apprenti sorcier. Et quand on touche au génome, on ne sait absolument pas ce qui va arriver. Donc ça, c'est des raisons, si vous voulez, techniques. Bon, après, il y a des raisons éthiques que d'autres, qui sont les gens des sciences humaines, ou les religieux, exposent mieux que moi, mais que j'approuve complètement. C'est que c'est vraiment hasardeux de vouloir modifier l'espèce humaine. Je dirais, moi, ce que je prends surtout en compte, c'est que c'est hasardeux au moment où le monde est en train de se modifier autour de nous. Les changements de l'environnement avec le climat qui se modifie font qu'on ne sait pas, dans 10 ou dans 20 ans, d'abord quelles maladies vont nous tomber dessus, et à ce moment-là, comment le génome va réagir, et puis comment on pourra s'adapter, ne serait-ce qu'à des températures plus fortes, à un tas de choses qu'on connaît mal. On connaît très mal, tant qu'on ne les a pas vécues. Autrement dit, on est en train d'imaginer un génome idéal pour aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est déjà fini. Ça va très très vite, les choses changent autour. Et ce génome idéal, de toute façon, on est incapable de le fabriquer. Bon, je crois qu'il y a là-dedans, et ce que je dis là, c'est vrai un peu pour toutes les autres technologies, il y a beaucoup d'illusions qui sont répandues. On fait croire qu'on maîtrise tout, et donc on parle de progrès, on parle de recherche sur l'embryon. Grâce aux recherches sur l'embryon, on va améliorer les résultats de la fécondation in vitro. C'est passé chez les députés, puisque un spécialiste est venu dire ça. Mais c'est complètement absurde. Les Anglais font des recherches sur l'embryon depuis 1990. Les Anglais qui sont les mieux placés au monde pour travailler sur l'embryon. C'est eux qui ont inventé la fécondation in vitro et plein d'autres choses. Bon, ils n'ont jamais trouvé quelque chose de significatif qui permettrait d'améliorer les résultats de la fécondation in vitro, ni d'ailleurs la compréhension du développement de l'embryon humain. La recherche, elle se fait sur la souris, la recherche sérieuse, parce qu'il faut avoir beaucoup d'individus identiques, avoir des modèles, et après, quand on a une hypothèse, on peut la tester chez un autre mammifère, et puis après, on peut tester ça sur un embryon humain pour vérifier que c'est pareil ou que c'est pas pareil. Mais aujourd'hui, c'est la recherche d'emblée sur l'embryon humain. Alors, ça irrite beaucoup les catholiques qui veulent préserver l'embryon de toute atteinte. Bon, moi, je dois dire, j'ai jeté des milliers d'embryons dans ma vie, et bon, je crois pas que l'embryon... je pense qu'il ne faut quand même pas le considérer comme un embryon animal, ne serait-ce que parce qu'il y a certaines personnes dans notre société qui lui donnent un poids moral considérable. Il faut prendre en compte ces personnes, ça fait partie de la démocratie. Et si on n'a pas une bonne raison de faire des recherches sur l'embryon, c'est pas la peine d'en faire pour ce que j'appelle taquiner le cateau. C'est pas la peine. Donc il n'y a pas de bonne raison. Les raisons, c'est n'importe quoi, c'est de dire on va développer... Alors, il y a des raisons qui ne sont pas dites. Il y a qu'on va avoir comme ça des cellules souches embryonnaires qui servent déjà à l'industrie pharmaceutique pour tester des médicaments. Bon, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de l'embryon humain déjà. Bon, mais la recherche sur l'embryon en tant que tel, soit pour la connaissance, soit pour améliorer les résultats, c'est bidon, complètement bidon. Et c'est ça que les députés ont cru déjà. Donc ils votent pour la recherche sur l'embryon, c'est normal. Si on le modifie, on ne pourra non plus jamais savoir comment ça bouge. Parce que je vous dis, on n'a pas, contrairement à ce que laissent entendre les spécialistes, on n'est pas outillé, on n'a pas encore assez de connaissances pour se permettre des manips qui sont complètement hasardeuses. Donc, il faut savoir aussi si les urgences, c'est celle-là, ou bien c'est de se préparer à vivre dans un monde qui va être complètement différent. Là, il y a un point de vue politique aussi, qui fait partie quand même de la bioéthique. C'est que si le monde évolue, comme on commence à le dire, même chez les gens assez prudents du GIEC, si le climat vraiment change à toute vitesse et que c'est de 6 degrés qu'on va hériter dans le siècle, ça veut dire qu'on n'est plus sur la même planète. Alors, comment s'intéresser à des choses ? Ça devient assez futile, finalement. Il y aurait tellement de choses à faire. Si on veut avoir encore des labos de recherche, il faudrait les consacrer quasi exclusivement à la survie de l'humanité dans les meilleures conditions. Donc on est en train de partir comme s'il ne se passait rien. Moi, ça m'agace, c'est de voir ces deux discours, et on les trouve dans la presse.
Vous avez dans un journal une page qui vous parle des catastrophes à venir, de tout, bon, assez clairvoyante, puis la page d'après, on vous parle d'une merveille, d'une machine qui va permettre d'aller chercher du pétrole plus profond. Bon, mais c'est complètement déconnecté. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc il manque une planification qui prenne en compte à la fois la bioéthique, la politique, les changements de la nature qui quand même nous est indispensable. Et la bioéthique devient quelque chose d'assez dérisoire. Ça devient finalement une technologie pour autoriser le faire de choses qui deviennent possibles. Et il y a des choses qui deviennent possibles de plus en plus. Mais est-ce qu'elles sont souhaitables? Bon, c'est autre chose. Le plus important, parce que moi j'ai beaucoup attaqué la PMA pour toutes, bon, je n'irai pas manifester, pas seulement pour ne pas me mélanger avec des gens avec qui j'ai aucun autre point d'accord, mais parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves. J'irais peut-être manifester s'il y avait une manif contre le tri des embryons. Ça me paraît beaucoup plus important parce que ça va toucher tout le monde, sans qu'on s'en aperçoive, et ça a des conséquences anthropologiques énormes. Bon, le fait que quelques centaines de lesbiennes puissent avoir un enfant grâce à la médecine, je trouve ça complètement dérisoire, encore une fois, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas une technique médicale. S'il n'y a pas de pathologie, il n'y a aucune raison de faire appel à la médecine. On peut très bien, bon, on peut avoir un rapport, mais si on ne veut pas de rapport sexuel, on peut s'auto-inséminer. Les lesbiennes américaines le font depuis les années 60, et ça ne poserait pas de problème de bioéthique. Elles se débrouillent. Bon. Donc c'est ça qui me paraît grave, c'est la perte d'autonomie. On a besoin des blouses blanches, du savoir médical, il n'y a aucun savoir. Qu'est-ce que c'est finalement aujourd'hui le médecin des banques de sperme? C'est un intermédiaire. Un intermédiaire qui reçoit des donneurs, qui reçoit des receveuses et qui les combine. Mais en faisant ce travail-là, il est obligé, parce qu'il devient responsable de la qualité biologique de l'enfant qui va naître, lui seul connaît le père biologique. Donc il est obligé de prendre des précautions qu'on ne prend jamais dans les couples qui se font dans la nature. On ne va pas faire une enquête, savoir si votre arrière-grand-père est mort de ceci, cela. Bon. Autrement dit, on rentre dans l'eugénisme complètement. Ça ne veut pas dire que les sécos sont malveillants. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'assumer un travail à partir du moment où ils ont inventé eux-mêmes, c'est eux qui l'ont demandé, de devenir responsables du choix du donneur. Donc je trouve ça très grave et qu'on vienne renforcer cet eugénisme-là en y ajoutant maintenant les lesbiennes et les femmes seules, plutôt que de modifier le système actuellement eugénique, parce que ce n'est pas seulement le choix du donneur, c'est son appariement avec la receveuse. On ne va pas prendre le sperme accepté d'un homme pour n'importe quelle femme. On va faire des espèces de mariages en fonction de critères supposés savants, qui sont aussi assez dérisoires, parce que s'ils avaient du sens, depuis 40 ans qu'on fait des inséminations artificielles sous cette forme en France, on devrait voir une différence entre les bébés, ils devraient être beaucoup mieux, moins malades et tout ça. Or, je n'ai pas vu que les sécos revendiquent ça. D'ailleurs, s'ils le revendiquaient, on pourrait démontrer l'eugénisme cette fois. Mais ils ne le revendiquent même pas, donc tout ça est assez dérisoire. Mais comme vous le disiez, le plus grave là-dedans, c'est que comme jusqu'ici, la loi imposait pour faire une assistance à la procréation, que ce soit une insémination, une fécondation in vitro, il fallait des critères médicaux, il fallait une stérilité médicalement constatée. Bon, on ne pouvait pas dire que le genre devient une maladie. Le fait que des lesbiennes n'aient pas de rapport sexuel avec un homme, on ne peut pas considérer, on ne peut pas les mettre dans la case, c'est une pathologie, comme les trompes bouchées, l'infection, non. Donc, on a trouvé la solution simple, il n'y a pas longtemps, on a dit, on retire les critères, il n'y a plus de critères. Donc on a retiré les critères, ça veut dire que maintenant tout le monde peut aller faire une fécondation in vitro. Il faut dire qu'avant, il y avait à peu près un tiers des cas qui étaient sans indication médicale, sérieuse. Donc maintenant, ça pourrait être tout le monde. C'est-à-dire que la loi n'impose plus qu'il y ait un contrôle du fait que les gens ne puissent pas faire des enfants tout seuls. Et ça, c'est pour pouvoir faire rentrer les lesbiennes, évidemment, qui n'ont pas de pathologie. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus grave. Je crois que c'est la première fois qu'on admet en médecine qu'on va pouvoir soigner des gens qui ne sont pas malades, remboursés par la sécurité sociale. Et ça n'a pas de fin, ce genre de choses. Et ça ouvre évidemment pas seulement à l'insémination artificielle, ça ouvre à la fécondation in vitro, ça ouvre au tri des embryons, on en parlera après, qui lui-même va se modifier énormément, alors que personne n'a l'air de le voir. Donc je crois qu'on est vraiment mal parti. Et là, on rentre dans le transhumanisme complètement. C'est compliqué d'utiliser ce mot. Moi, je l'utilise, mais il est mal compris. En général, il est confondu avec nazisme.
L'eugénisme existait, il a été créé en 1883 par Francis Galton, le terme, pour nommer une pratique qui était des plus anciennes, puisque dans l'Égypte ancienne, déjà, on pratiquait l'eugénisme en tuant les enfants mal foutus, et en Grèce, en tuant les enfants mal foutus à la naissance. Donc c'était de l'eugénisme radical. Alors ça a pris des formes variées, et quand on a inventé la stérilisation de la femme en 1900, on savait déjà stériliser les hommes, puisqu'il y avait les eunuques depuis longtemps, mais la femme, c'était quand même un apport terrible pour pratiquer l'eugénisme. Ça s'est répandu très vite dans des pays démocratiques, aux États-Unis surtout, mais en Suède, en Allemagne, bien avant Hitler. Donc c'était ça, et c'était soutenu par tous les scientifiques et tous les médecins. Tout le monde trouvait que c'était le progrès. Un peu comme aujourd'hui, on nous dit que la recherche sur l'embryon, la modification embryonnaire, c'est le progrès. On repart avec des idées comme si on n'avait rien appris. Donc on est dans l'eugénisme depuis longtemps. Mais il faut bien reconnaître, par exemple, que aussi l'élimination de quasiment tous les trisomiques 21 pendant la grossesse, bon, c'est une pratique eugénique. Mais ce que je dis, c'est que c'est une pratique eugénique qui est limite, qui ne peut pas aller plus loin. Une fois qu'on tue tous les trisomiques 21 pendant la grossesse et que c'est admis, et ça y est, c'est déjà fait, il faudra s'attaquer à d'autres pathologies, bien sûr. Mais pour ce qui est de la trisomie, c'est fini. Alors que le tri des embryons, qui est autre chose, qui se passe donc dans l'éprouvette, parce qu'on produit beaucoup d'embryons et on va en produire de plus en plus, on pourra trier, et on commence à trier déjà, les embryons sur différents critères. Là, c'est ouvert à toutes les pathologies, ça dépend seulement du nombre d'embryons qu'on a. Autrement, après, il y a l'informatique qui se développe là-dessus, des analyses sériées, on va avoir plein de paramètres qui vont pouvoir se combiner, et on pourrait trier 1000 embryons pour un couple, si on les avait, et on sortirait le bébé qui est le mieux que le couple aurait pu faire s'il avait vécu 10 000 ans. C'est-à-dire que ça change complètement l'évolution humaine aussi. On pourra sortir des bébés qu'on n'aurait pas fabriqués dans une vie entière. Donc là, on rentre dans quelque chose de complètement nouveau. Or, ce qui est arrivé là dans les discussions de loi, c'est pas encore terminé, il y a le Sénat qui va venir dessus et tout, mais je crains le pire. De même que je parlais tout à l'heure du chinois, et qu'on aurait dû, à partir de cette expérience et du tollé général, dire bon, on ne fait pas de recherche là-dessus, et on s'interdit définitivement de modifier l'espèce humaine. Bon, c'est la seule position qui est viable. Tout le reste, c'est du baratin. On pourrait dire, à partir du moment où des Japonais ont montré qu'avec des cellules de la peau, chez la souris, avec des cellules de la peau, on peut fabriquer des petites souris, c'est-à-dire ils fabriquent des spermatozoïdes ou des ovules, ils les mélangent et ils font des embryons qu'ils transplantent dans des souris, ça fait des souriceaux. Pas beaucoup pour le moment, c'est balbutiant, mais c'est faisable. La faisabilité a été démontrée. Et c'est une découverte extraordinaire. Ça fait 2 ans. Bon, on aurait pu penser qu'à partir de là, le comité de bioéthique, l'Assemblée et tout, disent oh, attention, avec ce truc-là, où on va? Or, qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui a déjà été voté par les députés? Eh bien, c'est qu'on va essayer de mettre au point des techniques pour produire des gamètes à partir de cellules banales, comme des cellules de la peau. Non mais on rêve. Il n'y a aucune réflexion là-dessus, c'est le progrès. C'est possible, les Japonais ont montré que c'est possible, il ne faut pas qu'on soit en retard. Il y a toujours l'idée de compétition internationale. Il faut qu'on soit au même niveau. Donc on va, nous aussi, travailler sur ces cellules pour les transformer en gamètes. Avec l'issue, c'est qu'on aurait, à ce moment-là, des embryons innombrables. Vous savez, actuellement, on a 5 ou 10 embryons dans une FIV. Là, on pourrait en avoir des centaines éventuellement, parce que les cellules de la peau, même si le rendement n'est pas bon, on peut produire des centaines d'embryons. Le mot fabrication prend son sens, puisqu'on va fabriquer les gamètes qui permettent de fabriquer le bébé en laboratoire, avec des conditions telles que ça attirera tout le monde, parce que les gens continueront de faire l'amour, évidemment. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que si on fait la FIV à tout le monde, les gens ne feront plus l'amour. C'est idiot, c'est pas le même jour. Donc les gens continueront leur relation et même on pourra leur enlever un tas d'organes de reproduction inutiles et qui sont sujets à des cancers, un tas de maladies, ils ne servent plus à rien. Il n'y a plus besoin de ces organes-là. On pourra compenser avec des hormones, tout ça, techniquement, tout est possible. Mais on va vers un monde complètement différent de fabrication de l'humain à la demande. À la demande, mais ce n'est pas les gens, bien sûr, qui vont faire le profil et qui vont dire le gène 243B sur le chromosome machin, je le veux. Bon, c'est évidemment les techniciens, encore une fois, qui auront le pouvoir et qui donneront les possibilités aux patients en leur donnant le conseil indispensable, parce que c'est trop dur de choisir. Et donc, selon
l'état de réflexion de la biologie, de la génétique à un moment donné de l'histoire, et ce qu'on sait, et là ce qu'on ne sait pas, on fixera que ce qui est bien, c'est ça, avec une fabrication stéréotypée de l'humain, puisque les généticiens ont tous à peu près la même opinion. Donc on arriverait à fabriquer ce que j'appelle du clone social, c'est du clonage social. Sans passer par la technique de clone, on fabriquerait du même un peu partout. Ce même étant, bien sûr, inapte à résister, ou moins apte à résister au changement climatique, par exemple, aux modifications de l'environnement, que les individus diversifiés qui peuplent aujourd'hui encore l'humanité. La biodiversité, c'est quelque chose qui n'existe pas que pour les ours et les petites fleurs. Et la biodiversité humaine, il va falloir s'en préoccuper. Donc je disais que le comité d'éthique, en voyant ce résultat extraordinaire, scientifiquement, c'est un travail fabuleux. Et c'est une révolution dans la réflexion sur la biologie. Voyant qu'on est capable de faire une chose pareille chez la souris, donc pourquoi pas chez l'homme? Question de temps, 5 ans, 10 ans, mettre un barrage immédiatement. Et même que Macron cavale à l'ONU pour aller à la tribune et dire il faut que le monde entier arrête ça. Voilà, un peu comme avait fait Chirac au moment du clonage de la brebis de lit. Il y avait eu une résolution internationale franco-américaine, des discours et tout. Ils avaient pris en charge l'avenir du monde. Et c'est vrai que le clonage, ça a beaucoup calmé. Le clonage humain, je veux dire. On en fait chez l'animal, mais ça a beaucoup calmé quand même. Actuellement, il n'y a pas le courage d'affronter ces évidences. On dit mais non, peut-être qu'on va trouver des solutions, il ne faut pas s'inquiéter à l'avance. Bon, moi je commence à être très agacé par ça. Parce que de dire que tout va être corrigé et que le pire n'est pas sûr, oui, le pire n'est pas sûr évidemment, mais il est quand même très vraisemblable. Pour l'environnement comme pour l'anthropologie, tout ce qu'on est en train de modifier, c'est quand même quelque chose qui va nous coûter très cher. Non, absolument pas. On pensait à rien à l'époque. La bioéthique n'existait pas. Il n'y avait rien. Ce qu'on appliquait, c'était un peu les règles médicales habituelles. Ne pas nuire aux patients, les informer de ce qu'on fait, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. C'était le mieux. On faisait ça à peu près bien, puisqu'on savait à peu près rien. On le disait aux gens, mais ils venaient, ils avaient entendu dire qu'on était en train de préparer un bébé éprouvette, donc ça accourait de partout. Des gens désespérés. Donc il fallait respecter quand même leur situation. On leur disait qu'il y avait très peu de chances que ça marche. Bon, alors, ce qu'on me dit souvent, mais maintenant vous critiquez tout, vous parlez de transhumanisme et tout ça, mais si des gens comme vous n'avaient pas mis le doigt dedans, on n'en serait pas... Bon, on peut dire ça, mais ce que je demande, c'est où on met la limite et qui la met. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, je ne sais pas si vous connaissez, un groupe d'agitateurs de Grenoble qui écrit des textes très bien à propos de pas mal de choses de la société. Ils sont un peu situationnistes. Et moi, ils m'attaquent, alors que je les trouve plutôt sympathiques. Ils m'attaquent parce que j'ai travaillé à la FIV et je ne renie pas l'invention de la FIV, le travail sur la FIV. Pour moi, la FIV, c'est pas le transhumanisme. Ou alors, la chirurgie tubaire, c'est le transhumanisme, le traitement hormonal d'un tas de trucs, tout est du transhumanisme. Il ne faut pas exagérer quand même. Le transhumanisme, c'est quand même la volonté de modifier l'humanité. Et quand on fait une FIV à quelqu'un, si l'enfant est stérile, il faudra qu'il refasse une FIV lui-même. Ce n'est pas un traitement pour l'éternité, comme un changement de génome. Donc, je dois dire qu'il faut savoir où on met la limite. Alors, moi, j'ai mes positions. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on devrait discuter dans les débats de bioéthique. Où est la limite? Mais on ne discute pas. On admet qu'il n'y a pas de limite. Du moment que les gens le demandent, qu'il n'y a pas de violence, et qu'on peut avoir l'espoir que ça améliore quelque chose dans la situation de certaines personnes, voilà. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est ça le genre d'argument. Mais il y a des limites qui sont à mettre, des limites qui devraient être universelles. La bioéthique devrait être un outil pour l'UNESCO, avec des applications obligatoires, parce qu'autrement ça reste que du discours. Donc les limites, elles devraient être posées à ce niveau-là, mais de façon très soigneuse, en interrogeant beaucoup les citoyens. Dans des conférences de citoyens, c'est un truc que je défends beaucoup par ailleurs, à condition qu'elle soit bien faite. Voilà, la limite, c'est le problème. Et pour moi, la FIV n'est pas du tout en dehors des limites de ce que l'homme peut se faire à lui-même pour changer sa condition. Donc ça revient à dire tout simplement que cette technique que vous avez réalisée, ça répondait aussi à une pathologie. Ah bah oui, à ce moment-là, ça répondait à une pathologie.
C'est-à-dire qu'on avait affaire qu'à des femmes complètement stériles, elles avaient les trompes bouchées ou enlevées. Donc elles n'avaient aucune chance de... Aujourd'hui, plus de la moitié des gens qui viennent en FIV pourraient faire un bébé tout seul. En attendant un peu, bon, avec des petits traitements simples, avec bon. Mais on fait la FIV parce que c'est comme une usine. C'est une usine de montage, hein, c'est ce qu'on sait faire. Chacun a sa place. C'est ce qui va le plus vite, aussi pour les gens. C'est là qu'ils ont leur bébé le plus vite par rapport à la médecine classique. Donc, puis c'est moderne, et les gens redemandent. Hein. Et chaque fois qu'il y a une technique nouvelle, ils veulent qu'on leur donne le bénéfice de la technique. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le corps médical qui est sous l'emprise du scientisme. Les gens sont aussi persuadés que tout va s'améliorer grâce aux savants qui travaillent dans les laboratoires. Ils sont pleins d'illusions, quoi.